À la réflexion, je trouve le titre un peu provocateur et peut-être prétentieux même. Prétentieux. Certains pourraient penser que, effectivement, mais non, c'est Henri Café. Vous connaissez Henri Café? Il n'est pas là. Et vous savez pourquoi il n'est pas là? C'est lui qui m'a supplié de venir aujourd'hui. Hein. Mais avant de tomber, parce que, bon, faut pas le dire, mais il faisait une croisière sur le Ponant. Et je l'ai eu au téléphone hier, il m'a dit « Marc, je te remercie de venir, mais moi je ne serai pas là ». Et il est tombé en prenant la petite annexe. Mais il s'est blessé très gravement. Hémothorax, drainé. Alors il y a quelques mots sur les urgences de Bastia que je ne répéterai pas ici. Mais il est toujours en vie et il va très très bien. Bon, donc le titre est de lui. Et donc... on va redescendre dans la modestie, si vous voulez bien. Je vais parler de ce qu'on a fait à Bordeaux, d'un centre, effectivement, qui peut, dans certains cas, faire penser à ce que pourrait être une façon de prendre en charge. Voilà. Et donc, là, on est parti sur une réflexion, et là, un hommage à Jean-Louis. C'est grâce à Jean-Louis, ici présent, heureusement que tu es revenu. Quand je l'ai vu présenter... Le sommeil en tant que modulateur de santé, donc dans la prévention, ça a été une illumination pour moi. Bon, il y en a qui voient la Vierge, etc. Bon, moi, j'ai vu Jean-Louis et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est génial, cette idée et ce concept. Donc, on va partir de là, et c'est ça qu'on a monté à Bordeaux. C'est non pas simplement le mec qui ronfle et qui fait des apnées, etc. Donc, ça va être notre réponse. Ensuite, c'est pas de Gerba dans le fond, vous l'avez vu, mais c'est à partir de notre expérience, à quoi ça peut servir à ceux qui sont là aujourd'hui pour aller dans une démarche un petit peu comme la nôtre. Alors, bon, les liens d'intérêt, ils datent un peu, ceux-là, il y en a peut-être des nouveaux d'ailleurs. Mais alors j'ai fait chic parce que j'ai mis aussi les liens institutionnels. Hein. Normalement, il faut mettre les liens institutionnels. Et plantons le décor. Voilà de quoi nous sommes partis. Deux pathologies émergent absolument dès qu'on s'intéresse au sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil qui a un avantage, c'est qu'il peut y avoir un modèle économique derrière et aider ceux qui souhaitent s'investir dans le sommeil. C'est beaucoup moins vrai de l'insomnie, qui est un énorme problème de santé publique, mais on n'a pas les mêmes moyens derrière. Et surtout, vous voyez toutes les possibilités d'interconnexion avec d'autres pathologies, et ça indique d'emblée, à mon avis, la nécessité de la pluridisciplinarité. Donc ça, c'est la première image. La deuxième image qu'on a en tête, c'est tout ce qu'on vous dit, à mon avis, sur le syndrome d'apnée du sommeil, c'est faux. Hein. D'abord, l'apnée, c'est pas de l'apnée. Moi, j'en vois presque plus. Je vois beaucoup de limitations de débit, etc. Ensuite, on vous dit que c'est 3-4% de la population, mais c'est plutôt, les chiffres de la France, là, c'est un peu flou, mais au-dessus de 5, c'est plutôt 20 à 25%. Et dans les centres comme les nôtres, dès qu'on ouvre un nouveau sujet, actuellement on est en train d'ouvrir l'ophtalmologie, c'est un nombre considérable de patients qui sont concernés. Ensuite, à chaque fois qu'on va discuter avec les institutionnels, avec les financeurs, on nous dit mais vous nous coûtez trop cher, tout ça c'est beaucoup trop cher, mais ce qu'ils savent pas bien, c'est que en termes de coûts, déjà, c'est extrêmement important, et si tu ne traites pas, c'est encore plus important, et surtout, je reviendrai sur le modulateur de santé, non seulement le syndrome d'apnée est en 4e position, mais il est également fortement impliqué dans les 3 premiers. Alors voilà le modulateur de santé. Bon, pour la faire très simple, et je la ferai beaucoup moins bien que Jean-Louis, on est avec des... Pour passer normalement une vie en bon état, jusqu'au Ponant, il y a des éléments qui sont des éléments génétiques. Dans certains cas, tu as plus de chances de faire un cancer de foie, un cancer du côlon, etc. Il y a des éléments épigénétiques et il y a surtout des modulateurs qui sont en fait dus à notre mode de vie. Donc il y en a qui sont très connus, maintenant, la pollution, l'alimentation, l'activité physique, mais il y en a un qui est totalement oublié, et là, même combat pour ceux qui s'intéressent à la somnologie en tant que préfantologue. Donc, ils vont non seulement avoir leurs propres conséquences,
des pathologies du sommeil, mais ils vont moduler toutes les autres. Et on sait très bien maintenant les liens entre le sommeil, les cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires chroniques, les maladies infectieuses, voire les cancers. Il y a pas mal des éléments comme ça intéressants. Donc ça, c'est des données scientifiques qu'on voit dans les congrès, mais comment on traduit ça en pratique pour prendre en charge ces malades ? Je reste dans mon décor, autre élément important, donc maladies de système au sens historique primitif, hein, c'est pas les maladies de système classiques dites auto-immunes, mais vous voyez que ça, et vous le savez très bien, maintenant ça touche tous les organes. Donc voilà ce qu'on a. Et quelle est la réponse ? Quels sont les spécialistes en France qui vont prendre en charge ces pathologies? Donc là, vous avez en bas la polysomnographie, c'est un marqueur fort d'activité médicale pour ceux qui s'intéressent au sommeil. Donc la pneumologie est de très très loin la première spécialité. Alors sur la polysomnographie, ça c'est tous les actes qui sont faits en France, donnés de la Caisse d'assurance maladie 2021. Ensuite, il y a ceux qui s'y intéressent. Alors les autres spécialités derrière, hein, la pneumologie, c'est la médecine générale. Ça, on pourra en reparler dans vos questions. Par contre, sur la polygraphie, qui est un autre marqueur, qui est plutôt un marqueur de personnes, de spécialistes qui s'intéressent à la pathologie, mais plutôt dans le sens de dépistage, vous avez les pneumologues qui sont là encore de façon importante, mais vous avez deux autres spécialités, à juste titre, le cardiovasculaire et la médecine générale. Alors, si je faisais de la pédagogie, je vous dirais... Retenez 4-5 images de ce topo-là. Première image, à mon avis, c'est celle-là. Ce dont on parle, dont on entend toujours parler, c'est de ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais c'est pas du tout du problème de santé publique qui est complètement sous l'eau. Et en face, on avait historiquement, et heureusement qu'il y a eu les premiers centres SFRMS qui nous ont donné le tempo, qui nous ont permis de faire de l'enseignement, parce que des spécialistes comme moi qui venaient de la pneumologie, j'avais jamais entendu parler de sommeil pendant toutes mes études. Mais on voit parfaitement, lorsqu'on met ces deux images côte à côte, et je les ai pas fait, je l'ai fait volontairement, que c'est pas les centres SFRMS qui vont résoudre un problème de santé publique comme celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, c'est une présentation de mode Prezi. Alors, quand on va très vite, ça peut, vous avez, oups, ça peut... Donc vous me direz à la fin de la présentation s'il faut revenir plus tard au PowerPoint. Alors juste un mot, j'ai abandonné le PowerPoint parce que c'est une pensée linéaire, comme si la pensée nous amenait quelque part. Or pour moi la pensée c'est plutôt aller à droite, à gauche et revenir au centre. Donc quelles sont nos réponses? Voilà, c'est la deuxième partie. Alors nos réponses, comme toute chose à mon avis intéressante dans la vie privée mais professionnelle également, ce sont les rencontres. Donc moi, j'étais un pneumologue basique, je suis parti du syndrome d'apnée du sommeil traditionnel et j'ai évolué donc, parce qu'il y a une histoire. Ensuite, quand on s'est dit, avec en particulier le cardiologue que j'ai rencontré, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Sur quoi on va s'appuyer? Puisqu'on voit bien qu'actuellement le système ne répond pas. Donc après je vais vous donner les exemples concrets, comment on fonctionne en parcours de soins. Donc... je suis parti, je ne vais pas insister là-dessus, vous le connaissez tous. Moi, j'ai longtemps pensé, on a longtemps pensé au début de la pneumologie qu'il y avait ce gros monsieur qui ronflait, qui enquiquinait sa femme et qui s'endormait au volant de son camion. Et la rencontre, c'est un cardiologue, c'est le docteur Puel. Vous voyez qu'on ne va pas dans le même sens d'ailleurs. Cette photo, on part chacun dans notre direction. Je vois quand même un sourire un peu complice derrière. Et... ça suffit pas d'ailleurs, deux spécialités qui se rencontrent, et là, je vais faire un peu de choses un peu privées. Kelly Guichard n'est pas là, beaucoup la connaissent, maintenant c'est son papa qu'elle a entre nous deux, et son papa a la chance de disposer de cliniques. Donc il nous fallait des établissements de santé pour nous aider à nous développer, et donc il nous a beaucoup aidés. Donc voilà la rencontre avec Vincent Puel. Je ne sais pas s'il y a une prédestination dans la vie, c'est quand même étrange, quoi. Parce qu'on était dans le même bloc d'immeubles. Et quand il a commencé à s'intéresser au sommeil, il m'a demandé d'en faire. Puis petit à petit, il faisait tout seul. Je voyais qu'il me tournait la tête dans l'ascenseur. Il se disait, je ne veux pas trop lui dire que je me mets à faire des examens, etc. Et en fait, il me cassait les pieds tout le temps. Il me disait, mais attends, mais Marc, on voit jamais les mêmes patients.
toi, tu vois ces patients picoquins, etc. Mais moi, en cardiologie, je suis complètement ailleurs. Et lui, il était passionné dans une autre vie de cardiologue par les syncopes, les malaises vagos, etc. Donc, il est parti de là. D'ailleurs, il a mené les choses jusqu'au bout. Et puis, il m'a dit, moi, mes patients, c'est pas du tout les tiens. Moi, ce que je vois beaucoup, et ça, c'est son premier patient qu'il a publié, qui faisait des syncopes à répétition plusieurs fois par jour, hein, et donc qui avait un petit syndrome d'apnée du sommeil, plutôt un syndrome de haute résistance. Donc on s'est mis à travailler tous les deux. Au début, je le croyais pas trop, puis de plus en plus, je me suis dit, mais attends, c'est complètement autre chose. Il y a autre chose derrière cette maladie. Et là, on a repris, alors c'est archi flou, vous voyez rien, mais ça vaut le coup de le relire. C'est 2005, c'est Christian Guilleminault qui parle de tous ces patients-là, et c'est absolument incroyable de vérité. Moi, je travaille maintenant sur des sujets comme le syndrome d'Ehlers dans l'os, et je trouve tout ce qu'il disait déjà à l'époque. Première image, vous gardez cet iceberg. Deuxième image, gardez celle-là. J'ai fait exprès, ça tourne, pour ceux qui sont près du vomissement, déjà avec le Prezi, ça ne va pas arranger les choses, mais gardez cette image, parce que et là, on est très content. D'ailleurs, c'est avec Vincent qu'on a fait cette flèche-là. Ça montre le mode d'entrée dans la maladie. Là, toujours le même patient, là, celui-là, le gros monsieur, mais on oublie complètement tous les autres. Et j'aime bien cette image parce qu'elle montre qu'on peut rentrer partout. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ça, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je m'intéresse beaucoup à ça, des oubliés complets de la santé. Il y a également un continuum, et c'est ça que j'ai voulu montrer là. Ce continuum, parce que, je vous le redirai tout à l'heure, maintenant je travaille avec les pédodontistes. Tout commence là, tout commence dans la toute petite enfance pour beaucoup de patients. Donc c'est là où il faut aller, et c'est pour éviter, hein, je vous la fais très simple, hein, ce sont des enfants qui perdent la respiration nasale, qui mal positionnent la langue, déformation du massif facial, ils ont un palais ogival, d'ailleurs une publication, on en reparlera, Jean-Louis, que vous avez vu sur la mort subite du nourrisson cette semaine, avec les palais ogivaux, grande fréquence des palais ogivaux dans la mort du nourrisson. Donc, palais ogival, toujours le même mécanisme, hein, et avec les différents patients. Donc, gardez cette image, hein, c'est vraiment extrêmement important. Je vais être obligé de faire appel à toi. Alors, sur quoi on voyait bien que tout ce qu'on faisait, ce qu'ils faisaient en cardiologie, ce qu'on faisait là, on voyait qu'il y avait autre chose. Donc on a contacté des pédiatres qui ne connaissaient rien au sommeil. On leur a dit, venez chez nous, vous allez réfléchir, on va réfléchir. Ah, bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est vous qui avez avancé? Ah, vous pouvez revenir en arrière? Vous? Tu veux faire l'effort? Ouais? Voilà. Non. Ah ben, on peut faire ça si vous voulez. Bon, c'était pas celle-là. Pour vous dire, voilà l'équipe qu'on a actuellement. Voilà. Reviens. Bon, on va faire juste un petit focus. Hein. Les pneumologues, on le sait. Les cardiologues, on le sait. On a une très grosse équipe maintenant de pédiatrie. Alors, pédiatrie, ça veut dire pneumopédiatre, c'est Annick Andrieux que vous connaissez bien. Pédopsychiatre, ça change tout. Et la pédodontiste dont je vous parlais. Deuxièmement, j'y reviendrai tout à l'heure, importance considérable de la kinésithérapie maxillofaciale. Psychiatre avec l'arrivée de Kelly. Les médecins généralistes, j'y reviendrai. Et surtout les dentistes, une très grosse équipe de dentistes. Oui, c'est moi qui le refais. Ah, c'était la pile. Ah bah oui, alors pour le coup, là. Alors là, vous allez avoir le tournis. Hein. Voilà. Sur quoi on s'est appuyé? Ce qu'on appelle nos piliers, pour ne pas dire nos valeurs. Premièrement, la multidisciplinarité, vous avez compris, totalement indispensable. Deuxièmement, pour une équipe, il faut absolument la souder autour d'objectifs communs. Un objectif qui était à la fois important pour nous dans la prise en charge de ces patients, c'était d'avoir une structure totalement dédiée à l'éducation des patients. Donc tous les patients qui passent dans notre centre ont les possibilités d'éducation thérapeutique, soit en virtuel, etc. D'autre part, avec les associations de patients. Première chose. Deuxième chose, il faut absolument maintenant, je parle surtout aux Français, là, s'inscrire dans la notion de territoire de santé. Il faut dialoguer au niveau des agences régionales de santé. Il est en train de naître des communes
professionnels de territoire de santé, ça s'appelle des CPTS, donc ça c'est extrêmement important. Je donnerai des explications peut-être en privé pour ceux qui le souhaitent, comment on monte une CISA, une nouvelle société interprofessionnelle, et les équipes de soins spécialisées. Autre point très important pour nous, ça a été de nous appuyer très fortement sur le numérique. Qui dit santé publique, dit beaucoup de patients, dit changer sa façon de travailler. Donc le télésuivi, on l'avait depuis très très longtemps et on a développé la plateforme Adèle à Bordeaux. On a développé énormément la téléconsultation, on a beaucoup plus de mal, mais ça j'en parlerai sur la téléexpertise. Donc en pratique, comment ça se passe? Donc, cette photo en bois, c'est la clinique et à droite, c'est le centre ambulatoire dont je vais vous parler. Donc sur le plan diagnostic. Sur le plan diagnostic, plus du tout de téléphone dans les cabinets de consultation. C'est une plateforme qui est totalement dédiée. Ce sont des plateformes téléphoniques à nous. Les gens sont, la plupart des téléphonistes sont chez elles. Mode d'entrée par le web, très très difficile tout de suite. Vous êtes complètement envahi de demandes. Donc c'est essentiellement des appels. Et même ce qui passe par le web, maintenant, on repasse par la plateforme téléphonique pour sélectionner. Et il faut absolument sur ces plateformes des algorithmes. Il faut casser le malade qui est envoyé en cardio, aux copains cardiologues, aux copains pneumologues, etc. Donc c'est plus nous qui décidons. Alors il y a toujours des exceptions, hein, je connais sa peine depuis longtemps, etc. Je veux absolument que ça soit dit. Mais ça devient complètement à la marge maintenant. Donc c'est des algorithmes qu'on a fait au niveau de la plateforme téléphonique où le patient va aller en cardio-sommeil, en pneumo-sommeil, en pédiatrie-sommeil, etc. Donc ça change tout, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, vous pourrez peut-être bientôt vous en servir parce qu'on travaille sur une application dédiée pour le circuit du patient pour que ça puisse être fait. Ensuite, ils ont des explorations sur un plateau diagnostique qui est soit ambulatoire, et on a autonomisé totalement une de nos techniciennes actuellement. Je vous donne la cuisine, hein, parce que dans les congrès, on parle de beaucoup de sciences, mais on ne vous donne pas la cuisine. Donc ça, c'est une technicienne qu'on a complètement autonomisée, qui a sa société, et qui fait nos patients en externe et en ambulatoire. Les patients, pour certains, vont aller en mode d'hospitalisation. Et là, sur l'hospitalisation, donc on travaille entre 15 et 17 lits de sommeil dans une clinique privée, la clinique Bel Air. Donc voilà, c'est ce que vous connaissez tous. Hein, c'est jour et nuit maintenant avec beaucoup de tests d'éveil. Et là, on fait un petit focus sur cet élément très important. Lorsque les patients viennent pour un enregistrement polysomnographique, un passage en chambre du rééducateur le lendemain matin pour évaluer différents axes. Le premier axe, c'est l'axe respiratoire. Est-ce que mon patient a une respiration nasale exclusive ou alors une respiration plutôt mixte ou buccale qui pourrait poser problème, notamment à l'appareillage avec une machine PPC. Est-ce que mon patient a des dysfonctions au niveau de la mâchoire qui pourraient être des contre-indications relatives ou absolues à la mise en place d'une orthèse d'avancée mandibulaire? Et est-ce que mon patient présente une hypotonicité oropharyngée, un manque de tonicité au niveau des muscles de la gorge, qui pourrait être un axe de travail thérapeutique pour essayer de réduire un des facteurs favorisant les obstructions chez ce patient. Donc je pense que dans l'avenir, la place du rééducateur en tant que diagnostiqueur pour aider au phénotypage des patients prendra de plus en plus de place et permettra aux médecins somnologues de proposer une stratégie thérapeutique beaucoup plus personnalisée à leurs patients. Je vais le dire d'une autre façon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, j'ai eu du mal, hein, je l'ai imposé pratiquement dans le groupe. Hein. On m'a dit, mais non, les kinés, c'est une fois qu'on l'a pris en charge, etc. Je dis non, pas du tout. Aucun d'entre vous là ne sait faire un examen de bouche. Aucun d'entre vous ne sait examiner une langue. Donc, en même temps qu'ils ont l'examen polysomnographique, il y a un kiné qui passe dans la chambre et qui nous fait un compte-rendu totalement standardisé avec des photos de la bouche, des photos de la langue, etc. Et donc, on a déjà les indications. Et quand le pneumosomnologue ou le somnologue voit le patient après, il a déjà des arguments extrêmement importants pour aller vers une PPC, vers une orthèse, vers une prise en charge autre. C'est très très important, on y tient beaucoup. Tous les patients sont vus comme ça maintenant. Juste une petite annexe, on a fait un groupe kiné-sommeil maintenant. Meryl que vous venez de voir, là, ils sont 1000 ou 1500 sur Facebook. Elle fait énormément de webinaires et on fait les premières formations kiné-sommeil pour ceux d'entre vous qui sont intéressés au JPRS Toulouse 12-14 octobre 2023.
Alors le traitement, qu'il soit pris après en charge, soit en ambulatoire, dans le centre, qui est à 400 mètres de la clinique, la maison vitrée, hein, on l'appelle la maison bleue, c'est pas une maison, elle n'est pas bleue. Mais elle nous fait penser à Maxime Le Forestier. Hein? Ça va être près de la colline, mais surtout on laisse les clés ouvertes, vous entrez si vous voulez, etc. Et donc, prise en charge globale. Il n'y a aucun patient qui a simplement sa PPC, son orthèse, etc. Ils ont tous vu les kinés. On n'arrive pas tous à voir le bilan du comportement alimentaire. D'ailleurs, il ne faut pas parler que de diététique, mais pratiquement maintenant. On a 3 techniciennes, on a psychologue, pas pour tous les patients, là, certains patients, et surtout de l'éducation thérapeutique. Donc l'éducation thérapeutique, on l'a fait beaucoup en présentiel, on a le premier centre de France, hein. On fait l'apnée du sommeil et toutes les comorbidités associées, et surtout avec le Covid, on a développé, et ça peut vous intéresser, on a des médecins du Sud là maintenant qui sont intéressés, on fait des séances par Zoom d'éducation thérapeutique. Donc, en hospitalisation, la plupart des patients ne passeront pas en hospitalisation. Mais pour des mises en place de VNI, lorsque c'est associé à des insuffisances respiratoires, pour des problèmes cardio, les grosses insuffisances cardiaques, les réglages de PPC difficiles. Donc, on en fait relativement peu, mais on en fait quand même. Mais surtout, ce qu'on a développé, et ça, c'est absolument extraordinaire, c'est 2 hôpitaux de jour. Et là, je pourrais répondre à vos questions. Là, moi, je parle médecine libérale. Il y a 2 grandes difficultés. Enfin, une grande difficulté, c'est qu'il y a un financement qui est à peu près correct maintenant pour les établissements de santé et qui est inexistant pour le professionnel. Mais au-delà de ça, ça change complètement les choses. On va faire un petit focus sur les orthèses. Ça a complètement transformé, hein. Nous, c'était quelques orthèses par mois. Donc maintenant, tout est fait dans le service, hein. On a un scanner numérique. Il y a sur place, hein, ils rentrent le matin, ils passent en radiologie, ils ont le scanner du visage. Ensuite, voilà, c'est numérisé, c'est envoyé, je crois que c'est dans les Philippines, hein, et les patients ont leur traitement la semaine suivante. Hein. Ils ont vu le dentiste, ils ont vu le kiné, ils ont vu tout le monde. Hein. Donc maintenant, on a un débit et surtout on a un suivi, on a une cohorte maintenant de patients sous orthèse qu'on suit. C'est vraiment une révolution. Hein. Donc voilà comment ça se passe. Je pourrais vous donner le détail, puis on vous les laissera sur les diapos. Hein. Donc je reviens à ma prise en charge globale. Ça, c'est versus hospitalisation, mais la plupart des patients, c'est en ambulatoire. Donc l'ambulatoire, la maison bleue qui est pas une maison, et elle a plusieurs fonctions. Donc la première, c'est d'avoir sur place que le patient ne court plus à droite et à gauche. Et également, on a fait une rotation on travaille avec 10 prestataires à peu près, pour que les prestataires viennent pour les patients difficiles, les patients à problème, pour tout régler sur place, et la mise en place de certaines PPC. On est en train de sortir les premières observances à 3 mois. C'est incomparable par rapport à la mise en place directement à domicile. Donc là, une autre façon de travailler. Deuxièmement, je vous ai montré des médecins généralistes. Il y a un énorme problème. On a longtemps essayé, on a une très grosse cohorte de patients sous PPC, de les retourner à la médecine générale. C'est très difficile. Ça marche pas bien. Donc on a été obligé de les reprendre, mais on a fait l'inverse. On a maintenant une équipe de médecins généralistes qui suit les patients qu'on a déjà traités. Et c'est formidable. Hein. Ils travaillent beaucoup mieux que nous dans le suivi de ces patients qui ont souvent des comorbidités associées. D'autre part, on a fortement développé ce que je vous ai dit, le numérique. Donc, tous nos patients sont sur plateforme et on travaille, nous, avec une plateforme professionnelle. Jamais les plateformes de fabricants, pas les plateformes de prestataires. Je comprends bien que chacun ait ses plateformes. Et nous, on veut une seule plateforme pour toute l'équipe. Tous nos patients sont sur la même plateforme et surtout, on peut ajouter d'autres données que les données PPC. Et en particulier, les données qu'on fait maintenant, la tension artérielle. On est en train de commencer avec WeSing sur les matelas connectés pour les suivis des patients sous-traités. On a la balance connectée, donc on travaille beaucoup sur la médecine connectée à domicile. Et ça me fait arriver à un autre point suivant, là. Depuis le Covid, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a un attaché qui est dans la Maison Bleue, qui est un conseiller en environnement. Donc pour certains patients maintenant, moi, ça m'avait frappé au moment du Covid. Je me dis, mais c'est incroyable. Il y a un technicien qui va à domicile, qui va simplement leur mettre une machine.
Donc si certains d'entre vous veulent le voir, j'ai reçu de ceux qui ont été faits cette semaine là sur mon téléphone tout à l'heure. Ah, c'est comme ça que je les ai fait avancer tout à l'heure à l'envers. Donc on fait un bilan pour certains patients, par exemple des asthmes sévères qui ont aussi de l'apnée du sommeil. Un technicien va à domicile, on fait des mesures physiques, on a formé certains techniciens des prestataires et on fait un bilan complet de CMEI. Vous n'imaginez pas ce qu'on trouve, hein. Et dans le même temps, on est en train de recueillir ce qu'il y a dans les filtres de PPC. Et on va essayer de faire la corrélation pour savoir si dans les filtres de PPC, en fait, ça nous fait un diagnostic d'air intérieur. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de l'air intérieur, hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis sur SMI. Et donc sur le dentaire, maintenant, on a commencé par les orthèses qui sont sur place, mais on a 3 équipes. On a maintenant des équipes de pédodontistes. Et c'est complètement une autre façon de travailler. La semaine travaillère, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça dans ma vie. Je travaillais avec des conseillères en lactation. Tu savais que ça existait? Bon, tu connais l'importance de l'allaitement maternel, non pas pour avoir du bon lait, mais pour le développement du massif facial. C'est fantastique. Donc on est en train de s'intéresser vraiment à ça. C'est d'autre part sur la langue. Bon, vous avez tous entendu parler, on le voit partout. Là, on est en train de tester le Tonglab. Donc, et en particulier pour les patients qui ont des PPC et qui ouvrent la bouche. Bon, la mentonnière, on croit faire quelque chose. On ne fait pas grand-chose, hein. L'efficacité est quasi nulle, hein. Donc on est en train de travailler avec des dispositifs linguaux. Outre la rééducation qu'on fait sur la langue, on fait avec des dispositifs linguaux et ça vient du monde d'orthodontiste. Donc là, on a fait le parcours de soins. Grosse équipe maintenant, je ne sais plus, on est 30 ou 40. On voit très bien qu'il faut faire vivre tout ça, hein. S'il n'y a pas d'objectif, ça meurt, hein. Donc il faut des objectifs permanents, il faut faire autre chose que du soin. Nous, une règle à tous les nouveaux qui arrivent, c'est soin 60%. Si vous faites 100% de soins, vous devenez con à la longue. Donc il faut faire absolument autre chose, il faut s'inclure dans la formation, etc. Donc on a maintenant, et c'est surtout Vincent Puel qui s'en occupe, donc on a un département d'études, c'est une association loi 1901, on travaille beaucoup avec toi actuellement sur Sunrise, on a travaillé sur les PPC sans tuyau, là ça ne va pas donner grand-chose, mais donc ça donne toute une émulation. Deuxièmement, on a beaucoup de personnes maintenant à venir en formation, en stage, qu'on appelle des stages d'immersion. Et surtout, ça c'est un point important, ça peut en intéresser certains d'entre vous, on a mis 1 an et demi, tout le monde a compris l'intérêt des données en vie réelle maintenant. Donc on était comme tous les médecins libéraux, on avait des logiciels de suivi, mais qui ne permettent pas de faire d'études en fait. Donc on a mis beaucoup de temps, on a un nouveau logiciel qu'on a fait adapter à toute l'équipe qui s'appelle Follow, qui a l'énorme avantage d'être sur Internet. Donc on fait tout, oh mince, on fait tout avec le téléphone. Oui, donc Follow, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc là, il est sur le web, hein. Donc ça, vous pouvez tous y être. Il y a plusieurs centres maintenant. Et donc ça nous permet d'avoir des données en vie réelle. Par exemple, sur l'Ozawad, on va pouvoir sortir, nous, assez rapidement. On tag certains sujets, hein. Donc là, la diapo a disparu. Ce qu'on a fait d'autre autrement, c'est on a développé énormément d'auto-formation interne. On a les cafés Maison Bleue, les 45 minutes somno et les staff sommeil où sont invités d'autres équipes de Bordeaux. Et donc, comment je résumerai ce qu'on vient de dire et en quoi ça peut être une expérience qui peut servir à d'autres. Donc, les éléments importants, la multidisciplinarité, oui. Le système de réseau, ça fonctionne pas très bien. Il faut à un certain moment trouver une unité de lieu. Deuxièmement, j'ai pas le temps de trop en parler, mais c'est un élément déterminant de l'avenir de la médecine libérale, c'est ce qu'on appelle les exercices coordonnés. Donc maintenant, on travaille avec des assistants médicaux, c'est-à-dire moi, quand je consulte, dans mon bureau, j'ai une assistante médicale qui va par la suite prendre en charge totalement le patient et la coordination des soins. C'est une révolution, hein, les assistants médicaux. On a du mal à trouver la place et la façon de les financer, les infirmières en pratique avancée, et on en aura extrêmement besoin, en particulier dans le cadre du télésuivi. Donc exercice coordonné, c'est fondamental, et ça, c'est ça qui va permettre d'aller vers des champs nouveaux. C'était la chose suivante. Voilà, les champs nouveaux. Sinon, on est complètement étouffé par sa cohorte de patients qu'on suit, hein.
Numérique en santé, vous l'avez compris, donc nous, on y est très attachés. Hein. Donc on a énormément développé ça. Maintenant, je vais vous dire, c'est d'une banalité pour nous, la téléconsultation avec un écran à droite, on travaille en double écran, et l'écran gauche, la plateforme Adèle, où on a tout ce qui se passe au domicile du patient. C'est incroyable, les consultations qui sont faites comme ça. Ensuite, surtout, intéressez-vous à votre territoire de santé. Allez vous faire identifier. Partout, ils sont en train de naître. Il faut aller au moment où les choses naissent. Un autre aspect qui est plus politique, qu'on discutera peut-être ce soir en petit comité à table. Actuellement, il y a, disons, des très grosses équipes comme les nôtres qui parlent d'un projet médical et qui cherchent des modèles économiques. Et en face de ça, c'est ce qu'on appelle la financiarisation de la santé. Il y a des groupes financiers qui disent « nous, on a des solutions », qui sont des solutions toutes faites. Il faut tout pour faire un monde. Les philosophies, à mon avis, ne sont pas du tout les mêmes. Nous, on a pris une philosophie d'indépendante en créant Adèle, en travaillant avec des prestataires différents, etc. Il y a d'autres philosophies, mais nous, on tient beaucoup à celle-là. Et pour tout vous dire, et ceux que ça intéresse, on est en train de réfléchir à une fédération des centres indépendants du sommeil. Et pour résumer à l'extrême mon propos, ce que je vous ai dit, intérêt de trouver, nous on a trouvé une solution qui n'est pas si facile que ça, mais il y a un moment une unité de lieu, ça change tout. Deuxièmement, il faut peut-être faire des mouvements inverses, c'est réintégrer dans les équipes spécialisées des médecins généralistes qui garderont une étiquette de médecin généraliste, qui travailleront par exemple à mi-temps en médecine générale mais qui viennent travailler en médecine sommeil. Alors tous ont une formation bien entendu. Deuxièmement, et j'ai pas beaucoup abordé le sujet mais je vais peut-être en faire une manifestation totale rien que sur le sujet, c'est l'ouverture vers de la prévention. Donc moi, un message que je ferais bien passer maintenant, tous les somnologues sont des préventologues. L'entrée dans le sommeil, c'est la plus belle entrée qui soit pour entrer dans la prévention. Donc, on est en train de monter, elle est quasiment montée, une création de dépistage. C'est-à-dire, on va monter la première unité de prévention d'apnée du sommeil, du moins j'espère. Donc là, on travaille avec ce qu'on appelle l'aire familiale. On travaille dès la grossesse avec les maternités, avec les conseillères en lactation, avec les pédodontistes, pour prendre en charge. Parce que si vous faites attention à ça, et en plus, je reviens à une vie antérieure, moi j'ai commencé par de l'immunoallergologie, j'avais complètement laissé tomber l'allergologie quand j'ai découvert le sommeil, mais j'y reviens complètement. Et ça va être une prise en charge, c'est que dans la plupart des cas, cette perte de la respiration nasale, c'est des phénomènes allergiques respiratoires. Hein. Ensuite, là c'est surtout pour les libéraux, il faut maintenant changer des systèmes anciens de la médecine libérale autour de ce qu'on appelait des sociétés de moyens. C'est-à-dire, en gros, on partageait des charges et chacun restait dans son bunker. Il faut absolument porter un projet médical. Les SISA, ça veut dire Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Ça a été fait, à vrai dire, pour les médecins généralistes dans les endroits défavorisés. C'est très adapté, ça donne beaucoup de souplesse et ça permet à la médecine libérale d'avoir des subventions. Ensuite, une autre façon de fonctionner, qui me vaut beaucoup de difficultés, c'est dans cette Maison Bleue, on travaille en coworking. C'est-à-dire, il n'y a plus le bureau du pneumologue, il n'y a plus le bureau du cardiologue, etc. Donc, et chacun a une redevance en fonction. Excusez-moi de rentrer dans le concret, hein, mais c'est aussi ça. Hein. L'innovation, c'est pas simplement la nouvelle biothérapie des lymphocytes T. On ne parle pas assez dans les congrès médicaux d'innovation d'organisation du système de soins. Hein. Ça, c'est un élément qui est absolument fondamental. Dire des choses comme ça, c'est pas caca. Hein. C'est extrêmement important de travailler maintenant complètement d'une autre façon. Et le coworking, ça change énormément de choses. Hein. C'est-à-dire, en fait, tu n'es plus installé dans ton bunker. C'est tout le monde travaille ensemble. Enfin, c'est un peu Google et les baskets, mais enfin, bon. Et enfin, c'est ce que j'étais en train de dire sans vouloir le dire. Et j'ai vu l'autre jour le directeur de la Caisse, un sentiment très personnel. Je pense que l'innovation est venue en France des CHU jusque dans les années 90-2000. On est tous formés, tous les spécialistes sont formés CHU, etc., études cliniques, etc. Maintenant,
en particulier l'introduction du numérique et de nouvelles façons d'aborder les choses et devant les problèmes de santé publique, il y a une agilité. Alors moi je suis pas du tout contre. J'ai été longtemps à l'hôpital et je m'y plaisais très bien. C'est pas du tout l'un contre l'autre, mais il faut quand même comprendre qu'il y a une agilité actuellement dans le monde libéral, à condition de ne pas se laisser envahir par la paperasse, de faire des nouveaux systèmes d'organisation des soins, tel que je vous le dis. Donc, en particulier grâce à la médecine connectée. Deuxièmement, ceci conduit également, je pense, il faut que la prestation traditionnelle pour traiter les patients qui font de l'apnée du sommeil change complètement. Je crois que les prestations, ils n'ont pas compris l'aspect extraordinaire pour un médecin d'avoir quelqu'un, un technicien qui va à domicile. Et donc, il va y avoir aussi tous les appareils connectés à domicile. Et enfin, je n'ai pas abordé le sujet là, mais je garderai pour une autre manifestation. Une autre chose qui me frappe, mais incroyablement dans le sommeil, quand on fait les entrées sommeil des 50-60 ans, quand on voit les 15, 20, 25 médicaments qui sont là, mais et qu'on n'a pas 2 sous pour payer de l'éducation thérapeutique, et que c'est non seulement la plupart de ces thérapeutiques servent à rien, mais ce sont avec des effets secondaires très lourds. Donc il y a un moment, il faut le dire. Ce qui est sûr, c'est que tout seul, tu peux pas dire j'arrête vos statines, j'arrête vos trucs. Donc on est en train de mettre en place une unité de démédicalisation. Et il faut qu'elle soit coordonnée, il faut être plusieurs pour le dire, mais c'est frappant. Et ceci dit, ça, ce qui nous aide, c'est en plus de faire venir la médecine intégrative, c'est-à-dire on a maintenant un espace complètement dédié dans le centre pour la sophrologie, l'hypnose, la musicothérapie, ça paraît dingo comme ça, et c'est le chant surtout, c'est avec des professionnels qui sont formidables, mais intégrative, ça veut dire que c'est intégré dans le parcours de soins. C'est-à-dire toutes ces choses-là peuvent être très rapidement déviantes, mais lorsque vous êtes intégré dans un parcours de soins global, à mon avis, c'est extrêmement intéressant, mais ce n'était pas totalement le sujet d'aujourd'hui. C'est Roland Garros en ce moment, très beau match hier, j'avais la chance d'être bloqué à l'aéroport, magnifique match, 5-7, grand match. Et notre staff sommeil, on le fait dans notre Roland Garros bordelais, ça s'appelle Primrose, c'est une petite partie de l'équipe, et j'ai parlé en leur nom pour cette manifestation, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Sapin, d'avoir partagé cette expérience unique avec nous. Alors, la parole est à la salle. Oui, merci pour ta présentation. C'est passionnant parce qu'on se demande ce que vont devenir nos centres du sommeil actuels. Et deuxième petite question, à qui il donne sa carte vitale, le patient? Non, c'est simple. Non, il faut rester simple. Hein. Non, mais je... Il donne sa carte vitale à celui qui le voit. Hein. Voilà. Ah ça, on est très équipés carte vitale dans tous les bureaux. Alors c'est coworking, mais tous les bureaux ont la carte vitale. Ils ont la carte vitale, le carnet bancaire, là, je ne sais plus comment on appelle, le terminal bancaire, l'écran, le scanner, l'imprimante pour être autonome. Ah oui, non, mais c'est... Voilà. Merci. Merci. Le délai de rendez-vous... Alors attention, l'éducation thérapeutique, par contre, bon, faut se remuer, faut être proactif. Hein. Moi, j'ai obtenu de l'Agence régionale de santé, mais il faut y aller souvent. J'ai un financement très très correct, c'est-à-dire tous ceux qui font de l'éducation thérapeutique dans notre centre sont rémunérés, dès le diagnostic éducatif. Le délai pour avoir un rendez-vous dans votre centre, en moyenne? Alors, on fait des statistiques en permanence. La plateforme téléphonique nous dit, je l'ai reçu hier, celui du mois dernier, je peux vous dire que l'appel téléphonique moyen, c'était de 1 minute 30, qu'on est passé de 35% de passage par Internet à 40%. Et la question était... Combien de temps, moi, je veux passer dans votre centre? Combien allez, de temps? un mois. Un mois. Et pour la Ça veut dire question... qu'il faut dégager. Et la question de mon ami Philippe, à qui donner sa carte vitale? Pardon, j'ajoute circuit court. Il y a des circuits courts, par exemple chauffeur routier, etc. Donc, les urgences. Ouais. Oui. Alors, vous êtes plusieurs praticiens dans le même groupe. Donc, chaque fois, par exemple, que le patient vient te voir pour le bilan, pour la polysomnographie, puis il va voir le dentiste le même jour, puis il va voir... pas forcément le même jour. C'est impossible. Non, c'est impossible. Alors, d'accord. Quand on peut... Oui, alors à ce moment-là, on organise.
Là, pour l'instant, on a 2 hôpitaux de jour. On va passer, je pense, à la rentrée de septembre, à 4, avec des nouveaux hôpitaux de jour. Les patients qui sont en difficulté à domicile. Et pour l'assistante, elle exerce avec toi dans ton bureau? Oui. Donc elle fait quoi exactement? On prend la taille, le poids, la Elle fait tout ce que je veux. J'avais anticipé la cliente. Non, elle fait tout ce que je veux, ça veut dire... Bon, j'aime les choses concrètes. Je suis là, elle est derrière, là-bas, donc je la vois, elle me voit. Le patient, il est devant moi. J'ai mes 2 écrans, ça vous avez compris, le décor. Bon. Et elle suit la consultation en faisant autre chose. Donc moi, par exemple, maintenant, les plétismos, avant on les faisait en laboratoire, maintenant j'ai mis un plétismo. Donc de temps en temps, elle fait la plétismo pendant que moi je commence à préparer le dossier, etc. Ensuite, et là je m'adresse à elle très souvent, je lui dis, bon, là vous prévoyez l'examen, la polysomnographie, etc. Et moi je peux passer à autre chose, je peux enclencher une téléconsultation, je peux lire un peu de sommeil de la nuit, et ça fonctionne extrêmement bien. Alors, tous mes collègues m'ont dit, oh, il n'y a que toi, Marc, de la connerie tout ce que tu fais. Ils ont tous une assistante. Dernière question pratique. Est-ce que c'est avec tes sous que tu payes ton assistante ou il y a une aide de la Il y a une aide de l'assurance maladie qui est très importante. Alors, précipitez-vous sur les aides d'assurance maladie. L'assurance maladie donne une aide de 80% de son salaire la première année. Et ça descend progressivement, mais ça reste toujours à 50%. C'est très important. Attention, il faut aussi qu'elle fasse une formation dédiée, qui n'est pas géniale d'ailleurs, actuellement, mais qui a une formation dédiée. Hein. Sur le sommeil? Non, d'assistante médicale. Et alors, pour tout vous dire, je suis en train de réfléchir, oui, parce que c'est intéressant. Pour les médecins libéraux, à une assistante médicale, en gros, pneumosomnologue. Moi, j'ai une assistante médicale, mais je la paye avec, comme employé. Oui, non, mais alors là, il faut demander l'aide de l'assurance maladie. Hein. D'accord. Très important. Alors, ils te mettent des critères en face. Un critère juste, l'assurance maladie, attendez, on va vous payer, c'est pour mieux travailler, donc vous devez augmenter ce qu'ils appellent ta file active, ils savent tout, hein. Ta file active de, je ne sais plus, 5% ou 6%. Alors, j'ai une petite question à vous poser, Dr Serpen. Oui, où êtes-vous? Ici. Alors, vous avez parlé beaucoup de numérique, oui, de télésuivi. Oui. Alors, ces dernières années, on parle beaucoup de transformation de la recherche et de l'exercice médical. Alors, j'appelle les big data en particulièrement. Oui. Alors, je pense que le syndrome d'apnée du sommeil est par excellence, sinon la première fois en médecine où on a une pathologie qui nous donne des données inédites pour pouvoir suivre et améliorer la prise en charge de nos malades. Alors, qu'en est-il de votre expérience? Est-ce que vous avez utilisé ça particulièrement, par exemple, pour détecter les transformations des apnées obstructives, apnée centrale, la prise en charge des comorbidités cardiovasculaires à partir de ces données de vos patients? Non, c'est pas du tout à ce niveau-là. Ça a permis, à mon avis, vraiment d'avoir une amélioration globale de l'observance de l'ensemble de ta cohorte. C'est assez peu discriminant. Alors, ou à ce moment-là, il faut travailler, et c'est ce que moi j'essaie de faire avec les prestataires. Avec chaque prestataire, je leur donne un projet d'innovation. Donc, par exemple, sur certains paramètres cardiovasculaires. Et à ce moment-là, on rentre dans une mini-étude observationnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un modèle pour l'avenir de la prise en charge de maladies chroniques. Hein. Les somnologues doivent être des préventologues, et les somnologues sont des initiateurs. Hein. Marc, je voudrais te poser une question provocante comme ton titre. Tu as tellement bien parlé du projet que je me demande pourquoi tu as créé un lieu, la Maison Bleue. Parce que finalement, en virtuel, tu pourrais avoir tu pourrais avoir le réseau virtuel que tu voudrais avec beaucoup plus de participants que ne pourrait contenir la structure que tu as. Souvent, tu arrives là, mais tu n'es pas parti avec cette idée-là. Parce que le lieu, je l'avais déjà. On a déjà beaucoup de place dans la clinique. Mais on n'en avait plus assez. L'équipe grossissait. Donc on est allé autour de la clinique voir ce qu'il y avait comme possibilité. Donc là, et c'est en faisant ça, je me suis dit, mais attends, si c'est pour refaire des cabinets comme tu as dans la clinique, donc cherchons, c'est quoi les besoins actuels pour ces prises en charge de pathologie. Et je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas de pédodontiste,
j'aurais pas tout le milieu dentaire qui est venu, parce qu'ils ont aussi participé à la création du lieu. Ça se fait pas en 2 minutes. En plus, on s'est tapé le Covid, on a eu tout un tas d'inconvénients, hein, parce que là, il faut faire un programme immobilier. Hein. Et donc, on s'est retrouvé dans la difficulté. Donc, ça a été l'occasion. Alors, la difficulté a des avantages aussi. Hein. Ça a été l'occasion pour nous de discuter avec tout le milieu dentaire, etc. Et maintenant, et je m'aperçois, et même, tu vois, au début, c'était un nom de code, en fait. Maison Bleue, c'était ça, c'était l'histoire de Le Forestier. Bon, ça allait s'appeler sans doute, comme partout, un centre médical. Puis comme j'appelais ça comme ça, moi, la Maison Bleue, un nom de code quasiment, et il est resté. Et surtout, j'ai vu qu'avec les patients, si tu veux, ça faisait pas hôpital. Ça faisait pas hôpital, c'est des choses toutes bêtes. Hein. Tu ne révolutionnes pas la médecine en faisant ça. Donc, avoir un deuxième lieu, et quand tu es dans un lieu, tu changes. Hein. Tu as remarqué que tu ne te tiens pas de la même façon en boîte de nuit qu'à la mosquée. Non, le lieu te change. Un gendarme qui met sa tenue de gendarme, là, il se sent gendarme tout de suite dès qu'il prend sa pétrolette, quoi. Quand il rentre chez lui, après il est en jean et en jogging, ça fait moins gendarme, quoi. Et là, c'est la même chose. Ce lieu-là, c'est un lieu qui est dédié à l'éducation des patients, c'est un lieu qui est dédié à la médecine intégrative, les comportements de l'ensemble de l'équipe médicale. Ça fait une espèce de maison familiale. Bon, c'est bête comme chou, hein. Ça se ressent plus que ça s'explique. Voilà, merci beaucoup. Moi, je voudrais une petite question, parce que là, je vois que le pôle, vous avez énormément de personnes qui sont avec vous. Vous travaillez sur l'éducation, vous avez même de la recherche. Vous participez à la recherche. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de Sunrise. Ouais. Et ça avance, ce projet? Pardon? Ça avance? Ah oui, ça avance. Vous voulez les résultats de Sunrise? Oui. Ah, les résultats de Sunrise, ils sont là. Non. Mais il y a l'Advantage Chef aussi. Vous participez, vous avez participé à la. Pardon? À Advantage Chef. Oui, pour l'inclusion. Oui, on est le premier centre français. Voilà. Et vous avez des résultats? Ça, oui. Par contre. Oui. Les résultats sont extrêmement intéressants. On va reprendre la PPC chez des patients qui le méritent et qui ont une insuffisance cardiaque. Ah. On n'a pas encore de publication. Non, mais on va la voir. Les grands chefs de publication sont là. En Tunisie, on aime bien les premières, hein, être au premier. Ouais, en tous les cas, bon. Aviser une autre séance. Non, il a présenté déjà les résultats à la Société européenne de cardio. C'est ce que dit Marc. C'est neutre et il n'y a pas de signal aussi délétère qu'avec Servachef, donc on va retomber sur des choses. Voilà. Et le protocole Sunrise, on doit randomiser 848 patients, et on en a randomisé hier 750, donc on a pratiquement fini en fait. Bravo. Voilà, mais ça avance. Ce qui m'intéresse, ça va être l'association indépendante des centres du sommeil. C'est pas encore. Il y a des questions. Oui. Vous avez. En fait, donc on va prendre une dernière question, c'est ça, puisqu'on est déjà à 16h15. C'est une question pratique. En fait, nous on est 2 pneumologues, on compte créer une unité de sommeil, ce qui n'est pas facile. Mais on a une phobie que toute notre activité soit phagocytée par l'activité sommeil, qu'on n'arriverait plus à faire de l'activité pneumologique, l'exploration endoscopique, oncologie, etc. C'est une question très importante. Nous, dans l'équipe, il y a un premier message à tous ceux qui viennent, c'est surtout garder une deuxième activité dans votre spécialité. C'est-à-dire, il ne faut pas que le sommeil, en gros, vous occupe plus de 50%. Non pas pour faire les choses comme ça, parce qu'on pense que pour être crédible, il faut rester très au courant de ce qui se passe à l'intérieur de ta spécialité. Bon, c'est le cas. Alors par contre, il y a des choses qui sont incompatibles. Moi, j'ai fait beaucoup de cancérologie. Bon, j'ai laissé tomber, hein, je fais plus de fibro, etc. Par contre, je m'intéresse beaucoup à l'asthme, à la BPCO, à la VNI, etc. Donc il y a des choses qui sont compatibles, hein. Le cardiologue, lui, il était interventionnel, donc il ne va plus à 2h du matin déboucher des coronaires. Hein. Mais par contre, il garde une très forte activité de cardiologie. Et c'est vrai de nous tous. Donc la première règle, c'est on garde tous. Là, je me suis beaucoup accroché, un peu avec Guy Minot. Pour
pour moi un génie absolu. Quand on relit tous ces trucs, il y a une chose dans laquelle on n'était pas du tout d'accord. Lui, il y a le somnologue, et le somnologue, il fait tout. Ouais, c'est pour ça que je vous ai marqué en bas un centre multidisciplinaire. Ce qui nous réunit tous, c'est de nous intéresser au sommeil, et on garde tous notre spécificité et notre valence. On peut avoir d'autres opinions, hein, mais c'est celle qu'on a défendue. Merci Marc, ça sera le mot de la fin. Merci à l'assistance et à la prochaine fois.